Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne. Et cette fois, nous allons parler du coup d'État en lui-même. On rentre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le lendemain de la victoire du Front Populaire aux élections législatives espagnoles, les anti-républicains, monarchistes, militaires, nationalistes, ont commencé à comploter contre le nouveau régime qui était arrivé au pouvoir. Ils n'ont pas attendu que l'instabilité se développe, ils n'ont pas attendu que le Front Populaire rencontre des difficultés à maintenir l'ordre. Tout de suite, ils ont cherché à le renverser, ils ont comploté et il y a eu les phalanges de leur côté qui ont commencé à accentuer leur violence et à déstabiliser aussi, à provoquer l'instabilité elle-même qu'après la droite a dénoncée. Et donc plusieurs militaires conspirent. Et le gouvernement est au courant qu'il existe des conspirations et il a plusieurs suspects. Mais il va se manifester plutôt par de l'inaction. Sa seule réaction va être de muter les hauts responsables soupçonnés qui vont rester en fonction. Par exemple, Mola qui va être muté à Pamplune, Franco aux îles Canaries, plusieurs autres officiers sont mutés à différents endroits, mais ils restent en fonction, et là où ils sont certes plus loin du centre du pouvoir, mais ils sont aussi moins surveillés et ont plus de liberté d'action. Donc c'est plutôt une erreur stratégique de la part du gouvernement face à ces complots qui étaient en train de se développer et qui vont donc continuer. À leur tête, on trouve le général Mola, et non pas Franco. Franco, à l'époque, reste encore en retrait. Il n'a pas encore décidé ou pas s'il allait se joindre au mouvement, notamment parce qu'il est en mauvaise relation avec Sanjuro, qui est le leader en exil du complot, parce que Mola agit pour le compte du général Sanjuro, qui est donc du coup au Portugal en exil après sa tentative de coup d'État en 1932. Ces généraux ont constaté l'échec de la République, du moins à leurs yeux, mais également l'échec de la monarchie les années précédentes. Et donc ils se disent que maintenant on va mettre directement une dictature militaire, donc avec Sanjuro à la tête, et un directoire composé de 5 généraux autour de lui, qui donc, ce serait la junte militaire qui devrait gouverner le pays selon eux. Ils s'opposent là-dessus donc aux carlistes, qui sont des légitimistes, partisans du retour de la monarchie espagnole, qui, étant farouchement opposés à la gauche et au Front Populaire, vont soutenir le coup d'État nationaliste, mais il va y avoir quelques tensions entre les différents courants, puisque la question de quel régime mettre en place après la chute de la République ne fait pas l'unanimité au sein du camp nationaliste. Qui sont donc ces généraux comploteurs? Donc Mola. Mola, qui est-il? Mola est alors un général de 40 ans, attaché à l'ordre, à la discipline. Il est opposé à la gauche, et dès la victoire du Front Populaire, il va commencer à comploter pour chercher à le renverser. Il avait été déjà directeur de la Sûreté en 1930, sous la monarchie, et avec donc des relations avec la police, et il est une figure très importante au sein de l'armée et au sein de la droite. On trouve aussi le général Queipo de Llano. Alors lui, il est à l'origine plutôt considéré comme républicain. Il a notamment participé à des complots anti-monarchistes vers la fin du coup de ce régime. Mais il est farouchement anticommuniste et anti-anarchiste, partisan de l'ordre, assez conservateur, et il craint le désordre dans l'Espagne. Mais du fait de ses affiliations républicaines, il n'est pas soupçonné, ce qui fait qu'il est libre de ses mouvements et va donc être un agent de liaison du complot nationaliste. Dans le même ordre de généraux considérés comme républicains mais qui vont rayer le coup d'État nationaliste, on trouve le général Cabanelas. C'est un général assez âgé, il a participé à la création des Regulares, qui sont des troupes d'élite recrutées au Maroc, qui vont être massivement fidèles aux putschistes, et qui vont donc participer au coup d'État nationaliste et au combat dans le camp nationaliste et franquiste. Donc ça en fait une figure assez importante. Quant au général Sanjuro, comme on l'a déjà vu, il a participé à une tentative de coup d'État qu'il a menée en 1932. Il était un proche de Primo de Rivera et avait participé à sa prise de pouvoir. C'était un général qui avait beaucoup de prestige parce qu'il avait participé à pas mal de campagnes militaires, notamment au Maroc, et avait même obtenu le titre de marquis d'Urquell de la part du roi. Ça faisait quand même donc une figure assez importante. Il avait néanmoins été déchu du roi après que celui-ci ait renversé Primo de Rivera, ce qui avait conduit du coup à se retourner contre le roi et donc à faciliter la mise en place de la République, mais sans soutenir un régime républicain, et avait cherché donc à le renverser dès 1932. On trouve également d'autres généraux comme Carrasco, Godet, Fanjul, etc. Ces généraux sont en contact avec la droite, les monarchistes, qui, comme on l'a vu, sont assez réticents au début par le fait que les généraux ne promettent pas le rétablissement de la monarchie. Ils sont aussi en contact avec les phalangistes, organisation fasciste espagnole, avec les autorités de l'Église catholique, avec les grands propriétaires, la grande bourgeoisie, les milieux économiques qui sont hostiles au Front populaire, mais également avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, qui donc ont déjà promis leur aide à certains putschistes. Ils vont étendre leur réseau aussi à un ensemble d'officiers qui vont leur permettre d'avoir un contrôle assez important sur l'armée. Et ils vont alors tenter de rallier Franco, qui est un général très important. Et donc c'est l'occasion de présenter ce Franco, qui va avoir une importance du coup de plus en plus importante dans le camp nationaliste et va être à la tête
finalement de ce camp et arrivé à la tête de l'Espagne suite à sa victoire. Né en 1892, il est issu d'une famille de militaires. Il va suivre donc cette voie, rentrer dans l'armée de terre et avoir une ascension fulgurante. Ainsi, il est colonel à 28 ans et général à seulement 34 ans. Il est alors le plus jeune général d'Espagne et même le plus jeune général d'Europe. Il s'est illustré lors des expéditions au Maroc, ce qui lui a donné un grand prestige, et il est également un champion de l'ordre suite à la répression violente et sanglante des révoltes dans les Asturies en 1934 qu'il a menée. Il est assez peu connu pour ses prises de position politiques. Alors c'est un catholique, conservateur, mais il ne s'est pas montré hostile au renversement de la monarchie, il n'a pas affiché trop d'opinions anti-républicaines, donc il apparaît comme assez discret là-dessus, et se montre hésitant à rejoindre le coup d'état nationaliste, à la fois pour éviter d'apparaître comme étant auteur de désordre, et cherche plutôt à influencer la République vers des prises de position plus conservatrices, mais également parce que il peut craindre qu'un échec du coup d'état nationaliste le mettrait dans une mauvaise situation s'il venait à y participer. Donc, il est prudent. Franco est une figure qui est marquée quand même par la prudence. Il agit avec prudence et il va se montrer assez efficace là-dedans puisqu'il va s'imposer à la fois à la tête du coup d'état nationaliste, à la tête de l'Espagne, et va réussir à sauver son régime de la chute de dictature d'extrême droite à travers l'Europe en 1945. Il est également très influent au sein des troupes marocaines, qui sont des troupes d'élite du pays, une force de 30 000 hommes, qui ont fait la première armée d'Espagne, et donc son ralliement est vital et central pour les conjurer, d'où qu'ils cherchent vraiment à leur allier. Au niveau local, on a des officiers du coup anti-républicains qui se réunissent pour préparer les actions point par point pour renverser la République à chaque endroit. Donc du coup, on voit qu'il y a des complots qui existent depuis un moment, qui se préparent et tout, mais finalement, c'est l'assassinat du leader monarchiste, sympathisant fasciste Calvo Sotelo, par des militants républicains qui agissent en représailles à l'assassinat d'autres militants républicains, qui va mettre le feu aux poudres le 13 juillet 1936. Les militaires décident donc de lancer l'offensive, et celle-ci donc va se lancer le 17 juillet au Maroc. Il n'y a pas alors d'objectif vraiment politique bien clair à part le renversement du pouvoir de gauche actuellement en place en Espagne. La forme républicaine ou non de l'État n'est pas décidée, et la question c'est juste rétablir un ordre et rétablir ce qui est pour leurs yeux une Espagne traditionnelle, avec une place centrale de l'église et des grands propriétaires terriens, qui est à leurs yeux menacée. Donc là, on arrive sur des jours assez tendus. Beaucoup de gens se disent qu'un complot se prépare, que quelque chose va se passer. La peur monte en Espagne, notamment dans la capitale, où on craint la tentative de coup d'État et les attaques contre les militants de gauche. Ceux-ci exigent d'être armés pour être prêts à réagir. Ils veulent que les travailleurs du coup aient les armes pour pouvoir se défendre, mais le gouvernement refuse. De leur côté, les leaders de la droite craignent d'autres assassinats politiques dans cette ambiance, qui est évidemment parce que la peur d'un coup d'État nationaliste fait que toute personne de droite devient suspecte et donc ça encourage en effet des assassinats politiques et des exactions. Et on pourrait s'attendre dans ce contexte à ce que le gouvernement réagisse. Non, le gouvernement reste inactif malgré les rumeurs de complot. Le général Mola peut venir à Logroño rencontrer un général loyaliste sans difficulté. Franco voyage avec l'autorisation du gouvernement, pas de souci. Et finalement, le 17 juillet, le Maroc espagnol se soulève. Des sous-officiers s'emparent du pouvoir, remplacent le général et gouverneur du Maroc qui est fidèle au régime, celui-ci sera par la suite fusillé, mettent en place la loi martiale au nom de Franco qui n'est pas encore sur place. Franco est en train d'arriver des îles Canaries où il a pris le contrôle de l'île Palmas et il a mis également sa famille en sécurité et donc il arrive au Maroc espagnol, mais avant son arrivée déjà les officiers putschistes ont pris le pouvoir. Ils ont commencé aussi à réprimer les mouvements de gauche, à fusiller, exécuter des leaders syndicalistes et des leaders de gauche. Il s'appuie sur le fait que dans cette région, le mouvement social est moins fort, qu'on a des troupes là-bas qui restent fidèles aux officiers, et que les troupes de la Légion étrangère qui y sont stationnées sont peu liées aux intérêts de la population locale. Ce n'est pas des troupes locales, donc il y a moins de fraternisation avec le peuple et avec les ouvriers. Ce qui fait qu'en quelques heures, le Maroc espagnol est sous contrôle nationaliste. Certes, il y aura eu des mouvements ouvriers pour y résister, mais ils vont être vaincus facilement. Et immédiatement, donc comme je vous dis, la répression s'abat et suffit d'être soupçonné d'être de gauche pour risquer sa vie. Le gouvernement alors espère encore qu'il s'agisse d'un mouvement localisé, isolé, qui ne va pas s'étendre et qui pourra facilement reprendre le contrôle de la situation. Il prend donc la menace à la légère. Il va donc se contenter de saisir des journaux anti-républicains, mais ça va pas empêcher le putsch de gagner la péninsule. Et l'ensemble du pays va être touché donc par ces tentatives de coup d'État. Queipo de Lano s'empare de Séville, ville certes peu favorable aux nationalistes, il va réussir à rallier l'armée locale, la police, et grâce à leur appui, il va l'emporter sur le mouvement ouvrier dans la ville. Il va également utiliser la radio très efficacement et intelligemment pour faire sa propagande, et ainsi asseoir sa domination sur la région. Même si les faubourgs ouvriers de Séville vont résister quand même un moment. De ce côté, Mola s'embarque de la Navarre. Là, c'est une région qui est hostile au gouvernement du Front Populaire, une région de droite, où les carlistes sont très puissants, ce qui va bien aider Mola à prendre le pouvoir. Les nationalistes l'emportent également à Saragosse, à Cadix,
en s'appuyant donc du coup sur les carlistes comme je vous ai dit, mais également sur la phalange fasciste. Cependant, dans la majorité du territoire, ils ne l'emportent pas. Ils ne contrôlent alors que 40% du territoire et ils échouent dans la majorité des lieux. Donc au bout de quelques jours de combat, le coup d'état nationaliste est un semi-échec. Il y a des zones certes qu'ils contrôlent, mais d'autres zones clairement définies où les républicains dominent. Cette situation vient notamment de la marine, où certes les officiers ont rallié le coup d'état putschiste, mais où les marins ont refusé. Il y a eu pas mal de mutineries au sein des navires, des officiers nationalistes qui ont été exécutés, et donc les navires sont restés sous contrôle républicain. Et ils ont empêché le passage des troupes marocaines de Franco vers la péninsule. Et donc on a une grande partie d'élite de l'armée nationaliste qui reste pour l'instant encore coincée au Maroc espagnol, qui prive de force les putschistes sur la péninsule. Ils sont également en difficulté suite à la mort de Sanjuro, qui du coup devait partir du Portugal en avion pour rejoindre l'Espagne et prendre la tête du coup des nationalistes. Cependant, le Portugal ne lui prête pas un aéroport officiel pour éviter d'apparaître comme étant officiellement un soutien des nationalistes, et lui donne donc un aéroport de fortune. Et le décollage va mal se passer, et l'avion va s'écraser, et le général va mourir. Donc, ils perdent dès le début celui qui devait en prendre la tête. Ce qui, du coup, par la suite, va aider Franco à devenir le leader du camp nationaliste. Mais surtout, ce qui va empêcher la prise de pouvoir des nationalistes à pas mal d'endroits, c'est le mouvement ouvrier, qui va résister farouchement aux nationalistes. Et c'est ça qui va être en fait déterminant à pas mal d'endroits, c'est la capacité du mouvement ouvrier à s'auto-organiser et à s'armer contre les nationalistes qui va déterminer le succès ou non des coups d'état nationalistes en fonction des endroits. Ainsi, dès le 17 juillet, les mouvements ouvriers se soulèvent contre le coup d'état nationaliste. Ils demandent au gouvernement une nouvelle fois de les armer pour qu'ils puissent combattre les armées putschistes, mais celui-ci refuse au début. Il craint que les mouvements révolutionnaires, il craint que des mouvements ouvriers armés puissent par la suite se retourner contre lui. Donc le 17 juillet, à Madrid, la foule se rassemble après les événements du Maroc et demande donc des armes, appuyées pour cela par les socialistes, les communistes, mais également les anarchistes. De son côté, la communiste Dolores Ibarruri, aussi appelée la Passionara, va faire un discours passionné à la radio et va notamment lancer le slogan No pasaran pour appeler à résister face au coup d'État et à ne pas laisser passer les putschistes dans les villes républicaines. La CNT et l'UGT appellent à la grève générale, et à plusieurs endroits, ils vont réussir à s'armer par eux-mêmes, notamment à Barcelone, où le mouvement ouvrier est très fort, notamment le mouvement anarchiste avec une CNT très puissante. Ils vont bénéficier notamment de la complicité de militaires et d'officiers aux idées révolutionnaires, et donc ils vont pouvoir combattre à certains endroits-là les nationalistes. Cependant, même s'ils sont armés, c'est souvent des armes de mauvaise qualité et ils sont pas forcément bien organisés, et donc vont subir de lourdes pertes. Plusieurs leaders anarchistes vont mourir pendant ces premiers jours de combat. Cependant, malgré tout, par leur connaissance du terrain et par une bonne pratique de la guérilla urbaine, ils vont venir à bout des militaires nationalistes à Barcelone, qui localement n'ont pas pu compter sur la garde civile, les gardes d'assaut et la police, qui sont restés fidèles au régime. Ainsi, le commandant factieux, Godet, est finalement fait prisonnier, et il accepte de lancer un appel à la radio, libérant ses troupes de leur fidélité envers lui, ce qui va multiplier les désertions et les redditions au sein de ses troupes nationalistes. Ainsi, au bout de quelques jours, la tentative de coup d'État à Barcelone échoue totalement. Ce qui va quand même pas mal remotiver le camp républicain, qui était quand même assez inquiet après les événements du 17 et 18 juillet. Là, ce succès, ça remonte le moral. Au niveau du gouvernement central, au début, on tente la conciliation. Le président Manuel Azana va nommer un républicain, Diego Martinez Barrio, à la tête du gouvernement, un gouvernement intégrant des centristes qui n'avaient pas participé au Front populaire, et ce gouvernement va proposer à Mola d'intégrer le gouvernement pour en faire un gouvernement d'union nationale, de réconciliation et d'éviter que les choses dégénèrent. Cependant, Mola refuse, considérant que ce serait une trahison envers ses troupes et qu'il ne serait pas suivi, et au sein du camp républicain, les socialistes, qui sont comme aussi assez influents, menés par Caballero, refusent aussi cette conciliation avec les putschistes. C'est assez logique, après des années de guerre civile larvée, avec des assassinats politiques des deux côtés, de nombreux affrontements de rue, l'autre est vu comme un ennemi à abattre, et la conciliation est difficilement réalisable, et beaucoup de leaders des deux camps ne la veulent pas. Donc après l'échec de la tentative de conciliation, un nouveau gouvernement est nommé dès le 19 juillet, avec Giral à sa tête. Celui-ci accepte sous la pression des socialistes et de la rue d'armer la population. Donc à Madrid, on va distribuer des fusils à la population. Cependant, ces fusils ne sont pas équipés de culasses. Celles-ci sont conservées dans une caserne où les officiers refusent de les livrer à la population. Celle-ci va donc prendre d'assaut le lieu et réussir à s'emparer des culasses, à s'armer correctement, et progressivement les autres garnisons qui avaient suivi le camp nationaliste vont être prises, et donc à Madrid aussi le coup d'État échoue. Le putsch échoue également au Pays Basque, qui est un cas assez particulier puisque une partie des mouvements catholiques s'opposent au coup d'État parce qu'ils sont partisans d'une indépendance basque
là où les putschistes sont très centralistes. À Valence aussi, c'est un échec, notamment parce que le leader de la droite de la CEDA refuse de rallier les nationalistes, qui les affaiblit, et que leur leader mis dans l'armée hésite, ce qui laisse autant aux officiers fidèles à la République d'armer la population, ce qui permet du coup de vaincre les nationalistes localement. Malaga aussi résiste au coup d'État, et donc vous pourrez voir sur la carte que je vais vous afficher du coup les différentes zones contrôlées par les différents camps. Je vais vous faire un détail point par point, mais vous pourrez donc mettre pause sur cette carte pour voir les différentes zones contrôlées par les différents camps. Ainsi, le coup d'État est un semi-échec, ils s'attendaient à une victoire rapide, ils ont échoué, mais contrôlent quand même une bonne partie du territoire. De son côté, le gouvernement républicain ne contrôle plus vraiment grand-chose. Déjà, la partie nationaliste n'est plus sous son contrôle, et même au sein des territoires républicains, une bonne partie lui échappe, et notamment les mouvements anarchistes qui ont vaincu les nationalistes, et que c'est eux qui, dans les faits, contrôlent le territoire plutôt que les autorités républicaines. Et donc si officiellement on compte deux camps, les loyalistes et les nationalistes, dans les faits c'est bien plus compliqué, avec une multitude de pouvoirs ouvriers locaux qui vont se mettre en place, et donc en fait on a voilà même plus, trois pôles, un pôle ouvrier, un pôle gouvernemental et un pôle nationaliste qui disputent le pouvoir. C'est donc une situation complexe qui annonce les divisions futures du camp républicain qui vont poser bien des problèmes. Mais ça, c'est un aspect qu'on étudiera dans une autre vidéo sur la question des divisions politiques au sein des différents camps, parce que le camp nationaliste aussi va être marqué par des divisions, même si elles auront un impact bien moins lourd sur le déroulement du conflit. Cependant, on ne s'attend pas encore à une guerre longue. Dans le camp nationaliste, on pense que les milices ouvrières seront facilement vaincues, que ce n'est pas des militaires, ils ne sauront pas combattre une armée, et que voilà, ce n'est que partie remise, et que rapidement, l'armée va ramener l'ordre. Du côté républicain, on espère rapidement reprendre le contrôle de la situation, que l'armée va revenir du côté républicain, être fidèle au régime, et des deux côtés, on se trompe. La guerre va durer presque 3 ans, et nous allons voir la suite du conflit dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Au revoir tout le monde.